c'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, je me suis réveillée avec un peu le cœur lourd et pas trop le moral. Je trouve que ça commence à me taper sur le système, en fait, de rester à Paris en août et de travailler. Alors que je vois tous mes copains partis, je crois que j'ai pas assez de vie sociale, trop de temps pour réfléchir. Et objectivement, il y a rien de grave, mais ouais, ça commence un peu à me taper sur le système. Bon, peut-être aussi parce que j'ai eu mes règles et que je suis en manque de fer et de magnésium, hein, c'est tout à fait possible aussi. Mais ouais, je me suis réveillée un peu avec le cœur lourd, mais j'ai quand même un bête de sujet à évoquer aujourd'hui. Le lien entre le mal de gorge et vos émotions enfouies, les choses que vous n'arrivez pas à dire. Et j'ai une longue histoire avec le mal de gorge et le fait de refouler mes émotions. Je voudrais vous raconter tout ça et surtout vous raconter ce qui s'est passé juste avant Los Angeles. J'ai eu un phlegmon. Alors attendez, je sors ma petite définition Google. Le phlegmon, c'est une infection derrière l'amygdale. En gros, c'est une angine blanche qui s'est aggravée. C'est assez grave. Dans mon cas, voilà, tout a fini par bien se passer, mais franchement, ça m'a traumatisée. Je sais pas comment le dire autrement. Ça m'a choquée et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, mentalement également. Et je voudrais vous raconter la cause, je pense, du fait que j'ai développé à la base une angine. Enfin, spoiler, c'était un mec. Et ce qui s'est passé ensuite, parce que putain, ça a été vraiment la galère, ma mère a dû venir et tout. Mais avant ça, je voudrais rembobiner à quand j'ai réalisé que le mal de gorge était lié aux émotions. On est chez Cosmo vers, entre 2015 et 2018, je dirais. Je me rappelle plus vraiment exactement de quand ça s'est passé. Mais je rencontre un mec qui s'appelle Emmanuel d'une manière tellement romantique, on dirait. Pour moi, c'est la plus belle rencontre amoureuse que j'ai faite. Alors pas la plus belle histoire ensuite, mais l'histoire la plus folle, la plus belle. Je sais pas si je vous l'ai déjà racontée. Je vais vous refaire l'histoire parce qu'elle est folle. Je dois, avec ma pote Mylène, aller à une bourse aux livres à côté du Jardin du Luxembourg et du Panthéon. Voilà, c'est ça, il y a une bourse aux livres. On doit aller s'acheter des petits bouquins et puis ensuite on a prévu notre pique-nique qu'on va manger toutes les deux au Jardin du Luxembourg. Et puis alors que moi je viens d'arriver sur les lieux, Mylène me dit désolée, j'ai un problème, je me rappelle plus, mais genre dégâts des eaux, un truc comme ça. Je suis désolée, je pourrais pas venir. Merde. Bon du coup j'y vais quand même, je m'achète des bouquins et puis j'avais ma petite salade, donc je vais au parc du Luxembourg. Et je m'assieds et à côté de moi, un homme, ce qui était plus âgé, me dit est-ce que je peux m'asseoir à vos côtés? Et je sors mon bouquin et il me dit c'est dingue, je suis exactement en train de lire le même livre. Et on commence à parler et on parle de philosophie, de grands écrivains, enfin c'est un peu fou quoi. Et à la fin du repas, moi toute timide, je me lève. Non, je me rappelle d'abord qu'au départ, j'étais un peu en mode oh, c'est qui lui? Il avait des lunettes de soleil et comme il avait une chemise, je me suis dit il est soit médecin, soit commercial, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Et puis il soulève ses lunettes et je vois qu'il a vraiment des très beaux yeux bleus. Et ça me fait un petit peu un truc et sur le coup, je me dis bon, il a une tête à avoir entre 36 ans et 42 ans. J'espère qu'il a 36 ans parce que moi à l'époque, j'en ai 28. Faudra refaire le calcul de l'année chez Cosmo. Bref, vous m'avez comprise. Et voilà, c'est la fin du repas, il me dit bon voilà, et moi je suis en mode voilà, on est un peu gênés tous les deux. Je me lève, je pars et je me dis oh non, c'était tellement un moment suspendu et trop romantique. On avait parlé de Winston Churchill et tout. Enfin, moi je suis j'adore ce genre de truc. Je reviens sur mes pas et je dis je ne connais même pas votre nom, comment est-ce que vous vous appelez? Et il me dit juste Emmanuel. Et je suis en mode merde.
OK, bah, bonne journée et là, il me dit: «Peut-être est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone?» et j'étais en mode: «Oh yes!» parce que j'étais quand même en train de me prendre un vent et l'enculé, il a attendu, 24 heures pour m'envoyer un SMS entre les 2. Moi, je me disais: «Putain, c'est mort et tout» et et puis on s'est daté, voilà. Le truc de fou, en plus, c'est que moi, je ne savais absolument pas qui c'était. En fait, il avait un poste monstrueusement gros. Je ne peux pas vous dire, mais j'étais en mode: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu». On se date, voilà, plusieurs dates et puis on finit par, coucher ensemble et je n'ai plus de ses nouvelles pendant un mois. Classe. Entre-temps, je l'ai googlé et je me rends compte qu'il a pas 42 ans comme il m'a dit, mais il en a 44. Ça commence à faire un peu vieux pour moi, hein, j'en ai 28 à l'époque. Hem Et pendant un mois, j'ai eu mal à la gorge tous les jours. J'ai pris des pastilles, après pastilles. En plus, quand je vous en parle, là, j'ai mal à la gorge, what the fuck. Attendez, excusez-moi. Je prends une petite gorgée de tisane à la framboise pour l'endométriose. Celles qui savent, savent. Et il est revenu comme une fleur après un mois en disant, «Je suis partie dans le sud, j'avais besoin de réfléchir». Il était en pleine crise de la quarantaine. Et je me rappelle lui avoir envoyé un message en disant: «C'était une très jolie rencontre, mais moi je trouve que c'est absolument pas correct lorsqu'on passe, voilà, qu'on passe à cette étape avec une femme de ne plus lui donner signe de vie. C'est pas quelque chose que je tolère, donc je te souhaite une, bonne continuation, mais on s'arrête là». À la seconde, les gars, où j'ai envoyé ce message, mon mal de gorge a disparu. Ça faisait un mois que j'étais abonnée aux pastilles, Drill, etc. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, que chez moi, la gorge, bah, elle me parlait tout particulièrement. Et ça s'est, révélé vrai de nombreuses fois et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tout à l'heure, j'étais au tel avec ma mère, je lui disais: «Voilà, aujourd'hui, je voudrais parler de ce sujet» et elle m'a raconté une histoire chez elle, avant un de ses 2 amoureux, j'allais dire le prénom. Non! Parce qu'on l'avait appelé Paul dans l'histoire. Faut vraiment scroller, vous verrez, il y a un épisode sur, Paul. Voilà, le 1er beau-père que j'ai eu, on s'est enfui dans la nuit, grosse histoire. Si vous scrollez loin, l'histoire est présente sur le podcast. Avant lui, ma mère avait beaucoup de difficultés à s'affirmer. Et dès qu'elle était en soirée, elle arrivait pas à parler plus fort et du coup, le lendemain, elle avait forcément une extinction de voix, etc. Et elle était allée chez une orthophoniste en se disant, bah, j'ai des difficultés à placer ma voix. Et l'orthophoniste lui avait dit, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer qui vous êtes et votre gorge se serre. Donc, même l'orthophoniste avait parlé des émotions à l'époque. Ce que je trouve intéressant pour confirmer un peu, ce que je veux vous dire parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'un professionnel, d'une professionnelle. Et donc mon phlegmon, voilà, moi quand ça va pas, c'est toujours au niveau de la gorge, d'autres ça va être, la gastro, enfin chacun son petit truc, sympatoche quoi. Cet hiver, j'enchaîne, les dates avec des mecs qui sont très flatteurs socialement, mais qui sont vraiment nazes sur le plan, humain et je me rends compte que petit à petit, ça me fait tellement me sentir déstabilisée, dans ma confiance en moi et cetera, que j'accepte de plus en plus des situations pourries. Ça, c'est un grand classique chez moi, jusqu'à ce qu'il y ait un électrochoc et c'est reparti pour une deuxième fournée de Paulette confiance en elle. Mais en attendant, voilà, il y a des périodes de vie comme ça où c'est un peu le cas. Et c'est ce qui s'est passé cet hiver. Et je suis à l'anniversaire d'une de mes amies et je commande un verre et il y a un mec qui me fait une vanne. Et franchement, je ne l'avais pas du tout remarqué. Physiquement, il s'habille bien, mais c'est pas un très beau mec. Bon, on va parler franchement, hein. Et donc bon, voilà, je lui réponds vraiment sans aucune attente derrière, mais je lui renvoie une pique bien sentie et on commence à se lancer des vannes comme ça. Et tout au long de la soirée,
lui vient me voir, etc. Bon, et il y a un petit jeu qui s'installe qui est assez chouette, assez grisant, je dois dire, parce que je sens qu'il y a une complicité et c'est toujours agréable de sentir qu'on plaît à quelqu'un. J'envisage pas spécialement plus un à ce moment-là. Et puis, il y a un moment où il y a une bascule parce que le gars, il a des skills en dating de ouf. On joue aux fléchettes et je gagne. Alors déjà, moi, quand je gagne, j'aime tellement gagner que là, ça me met dans un état de gratitude et de béatitude totale. Et donc, je suis beaucoup plus ouverte à l'autre, très certainement. Et on commence à se chercher un peu, à chiner. Et je trouve que c'est pas désagréable. Et puis, il y a la musique de Bad Bunny qui passe, Ayo. Et j'avais jamais dansé dessus encore. Elle venait juste de sortir et je lui fais « Ah, c'est la première fois que j'entends dans un bar et tout, ça me donne trop envie de danser. » Et là, il me prend la main et il commence à me faire danser une sorte de salsa, machin. Et franchement, c'était trop sexy. Et là, j'avoue, il m'a eu. Il m'a eu à ce moment-là. La soirée se termine. Nous deux, on parle plus à personne d'autre, on se regarde dans le blanc des yeux. Et je dis bon bah je vais partir, je vais prendre un vélo, un Lime. Il me dit ok, je t'accompagne. Et puis je monte sur mon vélo et vraiment c'est ridicule, je sais, j'ai 12 ans, mais moi ça m'angoisse toujours les situations où on sait qu'on va s'embrasser, que le moment va venir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça me met mal à l'aise, surtout si je me sens un peu passive quoi dans la situation. Et donc du coup, en panique, en plus, encore une fois, il me plaît, mais objectivement, je le trouve pas très beau. Et donc il y a une dissonance un peu à l'intérieur de moi où ça me fait un peu flipper quoi. Enfin, je trouve, il est sexy, mais il est pas objectivement très beau. Et je lui fais un genre de vieux coucou avec la main, je fais « Bon bah, bonne soirée !» Et je file comme ça, alors qu'il allait s'approcher, quoi. Et je roule, et je suis au coin de la rue, je lui dis « Paulette, mais arrête de t'auto-saboter ! Si vous saviez le nombre de situations, à Los Angeles, pareil, ça m'est arrivé, où je sais pas, je panique et je pars avant que ça se passe et tout. Voilà, parfois j'ai 12 ans et demi. Et je suis au coin de la rue et je me dis putain, je suis con quand même. Et je lui envoie un message, je fais je suis partie trop vite, j'ai même pas eu le temps de t'embrasser ou un truc comme ça en mode en gros, j'ai des balls surtout à l'écrit, vous aurez compris. Et il me dit reviens. Je reviens et là, il m'embrasse et c'est trop bien. Je pose mon vélo et on est deux ados, on se roule des péloches dans toutes les rues du quartier et c'est drôle. Et entre deux pelles qu'on se roule, on se fait des vannes, on rigole, on se raconte des trucs et tout. Franchement, c'est génial. Et lui me dit, je vous raconte tous les détails. Lui me dit, je veux pas qu'on passe la nuit ensemble, tu voudras plus me revoir après. En fait, avec le recul, qu'est-ce qui se passait dans le calbar, quoi, pour qu'il me dise ça, mais bon. Moi, en plus, je suis pas du tout du genre à... Enfin voilà, bref, vous avez compris, j'aime bien prendre mon temps sur ces questions-là, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il me dit. Je veux prendre mon temps, je veux te revoir, machin et tout. Moi, je suis en mode, ok, ça me va très bien, ça me va très bien, et je trouve que plutôt gage de sérieux, quoi. À l'intérieur de moi, je me dis aussi, je passe un trop bon moment, c'est trop cool. Le gars, je le kiffe, et je lui dis, en plus, parce que je suis vraiment pompette, je lui dis, oh, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un gars comme ça. Parce que c'est une réalité, de me taper des barres et d'avoir une alchimie comme ça faisait un bout de temps que que ce n'était plus le cas. En revanche, je partais ensuite à Los Angeles. Je peux vous dire que je comptais bien partir à Los Angeles célibataire. Donc je ne plaçais pas des attentes infondées sur cette histoire pour autant, ok? Je rentre chez moi sur un petit nuage, il me dit quand est-ce que tu es dispo? Je lui dis bah écoute, demain jusqu'à mercredi. Il me dit ok, on se revoit absolument, quoi. Je rentre chez moi, il m'envoie un message, je renvoie un message, il m'a ghosté. Et là a commencé mon mal de gorge. En fait, je pense que la réalité derrière le mal de gorge, c'est que notre gorge doit se serrer, doit s'irriter, et donc doit être plus sensible au fait de choper un virus. Le phlegmon que j'ai eu ensuite, l'angine blanche,
c'est pas mon mental qui l'a inventé. Je pense que juste ma gorge était plus sensible, plus irritée, et donc elle s'est chopée plus facilement un virus. Là où quelqu'un en bonne santé, bien dans sa peau, bien dans sa tête, serait peut-être totalement passé à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu la nuance quand même à apporter. Et je commence à avoir la gorge qui se serre, et mes potes me disent: «Mais envoie-lui un message en mode, frérot, enfin t'as paniqué sur un truc, où je pense qu'il est pas besoin de paniquer». Parce que le petit détail dans l'histoire, c'est que le gars me dit: «Je suis séparé depuis 2 ans, mais c'est toujours très compliqué». Et moi, dans ma tête, je me dis: «Ouh là 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 là, OK, bien noté, mais j'y vais quand même parce que de toute façon, moi je sais que je vais partir à Los Angeles, donc je n'ai pas envie d'être en couple non plus, donc ça me convient». Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait aussi sens le pourquoi du fait qu'il m'ait ghosté ensuite. Je pense qu'il s'est dit: «Oh mon Dieu, elle est totalement attachée et moi je panique». Je pense qu'il y a eu un truc comme ça. Après je saurais jamais, hein. Heu, donc ouais, je commence à avoir mal à la gorge, et en fait la réalité c'est que j'aurais dû lui envoyer un message en disant: «Mais pourquoi tu paniques?» Enfin, il y a vraiment pas à paniquer, ou alors un truc où je dis: «Bah par contre, ça se fait pas de ghoster», et en fait, par ego, je n'ai rien envoyé. Et donc je me suis pas écoutée, j'ai essayé de faire par rapport à lui et pas par rapport à moi, mes besoins. Et ma gorge se serre, et pam, vous l'aurez deviné, je fais une angine blanche. La connerie quand même, ça va durer 3 semaines, les gars. Je fais une angine blanche qui dure bien 8 jours. Alors c'est hyper douloureux, hein, une angine blanche, vous savez comment c'est. Et puis ça commence à aller mieux, j'ai genre 3 jours de répit entre cette angine blanche et la bascule, où ça a atteint tous mes sinus, mes oreilles, mon nez est bloqué comme il a jamais été bloqué. Je dois enregistrer quelque chose pour une marque, et j'ai tellement honte, je peux pas vous le montrer parce qu'en plus c'est un projet que j'adore, mais la honte quand je re-regarde ce truc-là, à quel point j'ai le nez bouché et j'ai le visage mais gonflé, mais genre comme pas possible quoi. Sur le coup, je me rappelle donner de mon mieux, mais on doit faire des pauses parce que je m'étouffe en parlant. Parce qu'il y a un script, il y a un prompteur, et donc moi je parle, mais comme je n'ai aucun nerf qui passe, et là encore je vous le dis, j'ai le nez bouché, mais à l'époque, mon nez était tellement bouché que je dois reprendre des respirations et ça me tourne la tête, quoi, tellement c'est bloqué. Donc ça dure 3 jours, et après, j'ai, paf, l'angine qui revient, et là, de manière vraiment aggravée. Je suis dans mon lit en pleine nuit et j'ai tellement mal, et ça va jusqu'à mon oreille. Et je me rappelle, pour la première fois de ma vie, parce que ça m'est jamais arrivé d'aller aux urgences, je me rappelle m'être dit en plein cœur de la nuit: «Je pense qu'il faut que j'aille aux urgences». Tellement, c'est chaud, vous voyez? Je prends, dans la nuit rendez-vous avec, le médecin, d'à côté, dispo tout de suite. Bon, bah, c'est jamais un très, très bon signe, hein. Qui regarde ma gorge et qui dit: «Ah bah oui, les autres antibiotiques n'ont pas fonctionné, je vais vous donner, d'autres antibiotiques», et voilà. Il me renvoie chez moi, je suis chez moi et je suis dans un état, mais un état. Je suis sur mon canapé, je peux à peine bouger, j'ai une douleur pardon, qui est, heu, indescriptible. Hem Et je me dis: «Non, il y a vraiment un truc qui est pas normal». Je reprends rendez-vous chez un médecin, alors là, pour le coup, génial, hors de prix, je crois que j'ai payé 75 balles la séance. Mais par contre, putain, heureusement que j'étais avec elle, elle m'a fait un suivi, et cetera, et cetera. J'y retourne, elle regarde ma gorge et elle dit: «Je pense qu'il faut que vous alliez aux urgences». Entre-temps, ma mère me dit: «Est-ce que tu veux que je vienne à Paris?» Et je lui dis: «Est-ce que tu peux, pitié, viens à Paris?» Parce que je me dis: «Je ne sais même pas comment sortir de chez moi, quoi». Enfin, c'est le stade. Et d'ailleurs, je rate un peu des passages parce que je me rappelle avoir demandé à ma voisine du dessus: «Est-ce que tu peux sortir mon chien?» Sur le coup, elle l'a pris à la légère, elle a pas compris que je me sentais aussi mal. J'ai dû m'asseoir en attendant qu'elle descende. Elle est descendue plus tard que prévu, et le fait de me lever de mon canapé jusqu'à la porte d'entrée, j'ai dû m'asseoir dans mon couloir parce que je ne tenais même pas debout. J'étais dans un état vraiment catastrophique, et donc oui, là c'est le moment où j'ai à ma mère: «Est-ce que tu peux venir?» Parce que ça me semblait impossible
d'aller faire mes courses, de prendre soin de mon chien, de me donner à manger, de même prendre une douche, c'était limite dangereux tellement je me sentais mal, quoi. Et donc, heureusement, ce matin-là, ma mère est déjà dans le train lorsque je vais chez ce médecin qui me dit: «Je pense qu'il faut que vous alliez tout de suite aux urgences. Dans le meilleur des cas, vous avez un abcès derrière l'amygdale. Ils vont vous le percer et une fois que ce sera percé, vous allez tout de suite sentir un grand soulagement. Et dans le pire des cas, well, non, je rigole. Bon, en gros, c'est ce qu'elle me dit. Je prends un taxi qui m'emmène à l'hôpital. Waouh, j'emmène pas l'argent. Je me dis, allez, concentre-toi sur le fait que lorsque on te l'aura percé, tu te sentiras mieux. Mais je peux vous dire que quand on a aussi mal à la gorge, l'idée d'avoir un scalpel euh, sans anesthésie qui vous perce, oh là 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 là, c'est vraiment pas top. Et puis j'arrive dans l'hôpital et je me mets à fondre en larmes parce qu'en plus moi j'ai un stress post-traumatique de l'hôpital. Euh, Parce que quand on m'a prévenu que mon père était entre la vie et la mort, pour ceux qui n'ont pas écouté mes épisodes sur mon père, moi j'étais pas du tout au courant qu'il était qu'il allait mourir, et donc j'ai abandonné tout ce que je faisais, j'ai couru solo à l'hôpital, je me suis perdue dans les couloirs, c'était hyper glauque, je suis arrivée, il l'avait mis sous anesthésie, on aurait dit un corps mort. On m'a annoncé que mon père n'avait plus que 2 mois à vivre et qu'il n'avait pas fait ses traitements, tout ça seul. Voilà, bon, ça a créé chez moi un vrai traumatisme qui aujourd'hui encore est palpable physiquement parce que dès que je rentre dans un hôpital, je me mets à pleurer. Et donc j'arrive dans la salle d'attente et tout, je me mets à pleurer et j'ai tellement mal qu'on me met aux urgences à part et qu'on me fait passer en priorité pour vous dire. J'arrive, on m'ausculte et en fait, c'est plus ou moins une bonne nouvelle parce que bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai pas encore l'abcès, mais la mauvaise c'est que du coup, on me donne des antibiotiques et que ça va devoir dégonfler progressivement. Et on me ramène chez moi, ma mère arrive à ce moment-là. Et là, ça va être 10 jours d'enfer. Les antibiotiques, ce qu'on m'a pas dit, c'est que ils ne vont pas faire effet tout de suite. Ils vont d'abord empirer ma situation avant d'aller mieux. Et donc petit à petit, ma gorge se serre tellement que j'ai des envies de vomir parce que ma glotte touche la partie basse de ma gorge. Et lorsque je respire, c'est comme si c'est tellement serré, c'est dégueu mais c'est comme si j'avais un hymen, les gars, et ça fait parce qu'en fait, les voies sur les côtés de ma gorge forment comme un voile qui vibre tellement c'est devenu serré au son de ma gorge qui se serre et se desserre. On ne me donne pas d'antidouleur, donc on me donne du Doliprane. Je douille et ça va jusqu'à l'oreille. Donc progressivement, ça devient atroce jusqu'à me brûler tout autour de l'oreille. Je ne peux manger que du gazpacho. Alors ça va être ma vie pendant quasiment 10 jours. C'est insoutenable, hein. L'idée de manger, c'est horrible et en plus ça me fait mal jusque dans l'oreille à chaque déglutition comme si j'avais une otite. Pendant ce temps-là, je vais regarder les Real Housewives de je sais plus quoi en boucle. Ça va être ma bouée de survie. Et puis c'est de pire en pire, quoi. Et je retourne aux urgences parce que là, je commence à paniquer, en fait, parce que quand on fait du bruit, quand on respire, on se dit vraiment qu'on est en train de s'étouffer. Et là, je vais supplier pour qu'on me donne des médicaments antidouleurs, alors que la première fois, il m'a dit « On n'a pas droit de vous en... » Ah, attendez, un instant, mon chien veut aller dehors, un instant.
Oui, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, la première fois, il m'a dit: «Non, non, non, j'ai pas le droit de vous délivrer des médocs». En fait, c'est faux, hein, parce que quand vous forcez, je peux vous dire qu'on vous les délivre. La deuxième fois, ah bah, tout d'un coup, on a le droit de me donner de la Lamaline. Dites-vous que j'ai tellement mal que la Lamaline ne fait pas assez effet. La Lamaline, c'est à base d'opium, OK? C'est bon pour vous? Voilà, je vis un calvaire. Alors, physiquement, c'est hyper impressionnant parce que ma gorge est tellement gonflée que, d'un côté, je n'ai plus de différence entre ma joue et mon cou. Ma mère me disait un jour qu'elle était en train de faire la vaisselle, elle me regardait depuis la cuisine. Il y a quand même une vitre, hein, entre les 2 et elle se dit: «Oh mon Dieu», j'étais sur le côté vraiment. Enfin, elle me disait: «Mais une boule, une boule». Donc voilà, et le truc de fou, c'est que sur le coup, on me regarde, on fait: «Non, bah, en fait, les médocs font effet, c'est juste que ça empire avant d'aller mieux et le lendemain, drastiquement, c'est allé mieux». C'est quand même très, 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 très impressionnant comme processus. Moi, je n'avais jamais eu ça. Normalement, dès que je prends des antibiotiques, bah, je vois tout de suite une différence et ça va vraiment tout de suite progressivement mieux. Là, ça a tellement empiré avant de clac, vraiment subitement aller drastiquement mieux. Donc ouais, c'était impressionnant. Et j'étais tellement dans un état de désespoir, heu, que, les derniers jours où je me rappelle plus si ça allait déjà mieux ou pas. Bref, je me rappelle que la patronne de la boutique Jonac avec qui j'étais copine m'avait déjà dit qu'elle faisait du magnétisme. Et je suis allée la voir escortée avec ma mère, genre ma mère qui me prenait sous le bras et tout. Je fais: «Pitié, est-ce que tu peux faire du magnétisme sur moi?» Donc elle m'a amenée trop mignonne dans l'arrière-boutique et elle m'a fait un truc, mais je pense qu'elle a raté parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu mal à l'oreille et 15 jours après, elle m'a dit: «Oui, quand je t'ai fait le magnétisme, je t'ai tout déplacé derrière l'oreille». Je fais: «Oh putain, OK, bon bah raté». Donc le truc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir très, très mal à l'oreille et je m'étais rappelé aussi que la folle, hein, mais vraiment j'étais prête à tout, que, l'assistante vétérinaire de Tara également faisait du magnétisme et les derniers jours où ça allait mieux, c'est le moment où j'ai commencé à avoir un kyste sous le sein, les gars. Un kyste, c'est dégueulasse visuellement, c'est immonde et en plus de ça, si on vous le perce, vous ne pouvez plus vous baigner pendant 1 mois après l'opération. Moi, je partais 1 mois à Santa Monica. J'étais en mode hell no, hell no. Donc je ne voulais pas qu'on me le perce, mais c'était catastrophique. Je pouvais plus mettre de soutien-gorge, j'avais mal et tout. Donc je vais voir mon vétérinaire, je fais: «Est-ce que je peux parler à l'assistante vétérinaire?» Et je lui explique que la situation est trop mignonne. Elle m'a mis dans l'arrière-boutique, elle m'a fait son truc et là, pour le coup, paf, plus aucune douleur au kyste et ça allait beaucoup mieux, mon oreille et ma gorge. Donc là, pour le coup, vraiment, ça a très, très bien marché et après ça, le kyste, j'arrêtais pas de me répéter. Je me disais: «Allez, méthode Coué, enfin ça marche pas, j'ai pas le choix, en fait». J'arrêtais pas de me répéter: «Mon corps est en parfaite santé émotionnelle, physique et mentale» et tout, en me disant: «Je ne peux pas percer ce kyste, ce n'est pas possible». Bah, figurez-vous qu'il a totalement dégonflé et je n'ai plus rien eu, arrivé, à Los Angeles. Donc machallah, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà cette histoire de fou et j'ai un bouquin qui est super intéressant que j'utilise beaucoup dans le cadre de mes études. Vous savez, je fais, des études de communication animale. C'est le Grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. C'est vraiment un best-seller à travers le monde. Ça raconte un petit peu ce qui se passe comme émotion derrière chaque, problème de santé. Encore une fois, ça n'invalide absolument pas le caractère, concret de la maladie. C'est juste que, très certainement, que vos émotions créent un sorte de blocage voilà, que votre corps essaye d'exprimer et qui crée une, sensibilité, dans une partie du corps. Et le mal de gorge, c'est j'avale mes expériences émotives et la réalité. Elle représente mon pouvoir et ma force intérieure, ma gorge, desquelles dépend ma capacité à m'exprimer. C'est aussi là que je libère mes sentiments du cœur jusqu'à la voix. Si ma gorge me fait mal, je peux me culpabiliser d'avoir dit certaines paroles ou de penser que j'aurais dû exprimer quelque chose. C'est comme si je m'auto-punissais par la douleur.
Ma colère veut tellement s'exprimer que j'ai peur de la réaction des autres, donc je vais avaler mes émotions qui mettent en retour ma gorge en feu. Il est peut-être temps que je dise ce que je vis afin de m'en libérer. C'est intéressant parce que moi, à ce moment-là, j'étais en colère contre ce garçon, mais je voulais pas lui exprimer ce que je ressentais pour faire la meuf un peu. Et en fait, ça s'est retourné un peu contre moi. Donc, conclusion les gars, ne datez pas des losers pour commencer. Et en plus de ça, parlez à haute voix de ce que vous ressentez vraiment. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez des idées de thématiques, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Spotify ou sur iTunes. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de commentaires sur iTunes ou par DM sur Insta. Bisous. Oh, sur Insta, je vous mettrai des photos si vous voulez de ma gorge. C'était l'horreur. Voilà. Bisous, bonne journée.